Bon, je suis Philippe Maisongrande, je travaille au Centre national d'études spatiales qui fait partie des organismes listés en bas de transparent, les organismes de TEIA. Et j'ai sensiblement modifié le titre tel qu'il était présenté tout à l'heure par Jean-Michel. Je préfère parler des enjeux de l'eau et la façon dont les observations satellitaires s'en occupent. Je précise qu'au CNES, je suis en charge de l'animation scientifique des missions d'observation des surfaces continentales. Là, je pense notamment au projet, à la composante surface continentale du projet Tosca, avec Agnès ici notamment. Voilà, donc les enjeux, très vite, ces transparents, je le précise, sont issus d'un set de transparents qu'on a en commun. Il y a deux personnes ici que je tiens à remercier, en l'occurrence Alice Andral et Nicolas Picot, qui ont vraiment animé le programme SWOT-Aval dont je vais parler un petit peu plus loin. Et à partir d'un travail sur le long terme, ils ont établi une base de données dont je me suis servi dans cette présentation. Ils sont là, ils vont reconnaître certains de leurs transparents. Et j'essaie d'y plaquer mon propos. Tout commence avec les objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU en 2015 pour éradiquer la pauvreté et garantir une planète durable. Et ces objectifs sont ciblés avec 17 axes principaux, dont le sixième correspond donc à l'ODD 6 et est propre à l'eau. Et à partir de cet ODD 6 sur l'eau, on peut analyser trois composantes principales que sont le contexte, hein, à savoir l'augmentation démographique, la menace qui pèse sur la biodiversité, tout le monde en parle, et tout ça bien entendu dans un contexte de changement climatique avec une augmentation de température dont le rapport du GIEC a parlé récemment. Plus précisément, au niveau de l'augmentation de la population, on est à peu près à 80 millions d'habitants par an en plus chaque année. Ça veut dire 2 milliards d'ici, à peu près 2 milliards d'ici 2050. Ça correspond aussi à une fragmentation du paysage des pays à l'échelle mondiale. Je crois, je ne veux pas raconter de bêtises, mais je crois qu'avant la Première Guerre mondiale, on avait moins d'une centaine de pays. Et aujourd'hui, on est à plus de 200 pays. Donc, mécaniquement, il y a eu une augmentation du nombre de bassins transfrontaliers. Et du coup, les histoires de répartition d'eau et de prélèvement sont devenues des questions conflictogènes. Qui dit augmentation de la population dit augmentation des besoins en énergie, augmentation des besoins en nourriture. C'est l'agriculture, bien entendu, qui nous nourrit principalement. Et il faut savoir que, vous le savez tous, hein, l'agriculture, c'est 70% de l'usage de l'eau douce disponible. Donc, c'est un client, c'est le client principal de l'eau douce disponible à la surface des continents. Bon, alors 43% de la population vivra dans des régions manquant d'eau d'ici 2050, et avec aussi un phénomène qui est que là, il y a une concentration croissante au niveau des rivages lacustres, des rivages fluviaux, et bien entendu des rivages littoraux dont on va beaucoup parler aujourd'hui. La préservation de la biodiversité, bon, l'humain faisant partie de la biodiversité, ça, je ne mets pas de chiffres parce que je pense que c'est très, il y a pas mal on sait qu'il y a une grosse menace sur la biodiversité. Les chiffres sont sujets à polémique, ils sont très importants. On sait qu'il y a un effondrement de la biodiversité. Le propos n'est pas là aujourd'hui. Il y a du fait de l'activité humaine sur l'environnement, de par l'aménagement des vallées avec des suites de barrages, de par les activités agricoles, de par la déforestation, de par la pollution qu'engendrent toutes les activités humaines, on a une menace qui pèse, un effet flagrant sur la biodiversité qui marque le pas. Et bien entendu, j'ai cité au début le changement climatique avec tous les effets, toutes les interactions qu'on sait entre les grands cycles biogéochimiques que sont le cycle de l'eau et le cycle du carbone. L'eau étant, il faut bien le rappeler quand même, le vecteur principal qui permet de déplacer l'énergie excédentaire au niveau tropical vers les pôles. Donc l'eau, physiquement, c'est quelque chose de fondamentalement important dans la machine climatique. Donc on le voit, il y a des enjeux scientifiques et des enjeux appliqués. On va le voir au niveau des missions spatiales, parce qu'il y a des questions d'adaptation, d'atténuation, des questions économiques, écologiques et géopolitiques. Tout ça, c'est représenté par un système complexe qui nécessite des informations liées à des métriques fiables sur la durée et à différentes échelles si possible, allant du global au régional. Alors,
là, c'est le cycle de l'eau à l'échelle globale, c'est le niveau de la mer, une courbe que vous avez vue maintes et maintes fois, la plupart d'entre vous, les fameux 3,3 mm par an mesurés par l'altimétrie spatiale. Le propos de ce transparent, c'est de montrer qu'on a besoin de métriques fiables sur la durée, c'est-à-dire qui ont bénéficié d'un travail sur l'étalonnage, et parce que là, sur une courbe de bientôt 30 ans d'observation du niveau des océans, avec l'équivalent sur les surfaces continentales, je vais en montrer une juste après, il y a toute une série d'altimètres là, qui sont utilisés pour présenter ça, et ça sort pas directement du chapeau. Il y a un travail phénoménal pour obtenir une qualité de mesure comme ça, fiable, qui permette d'afficher des chiffres tels que ceux que vous voyez là-haut, et qui sont ceux dont fait état le rapport de Gide que j'évoquais tout à l'heure. Donc les besoins exprimés par les scientifiques, c'est la continuité, une continuité de séries temporelles cohérentes, un besoin de nouvelles observations. Ce ne sont pas des besoins que j'ai inventés, hein, ce sont des besoins qui ont été exprimés lors du dernier séminaire de prospective scientifique du CNES, qui a eu lieu, je crois, fin 2019. Et parmi donc ces expressions de besoin, les utilisateurs scientifiques et les usagers autres que scientifiques évoquent très très souvent le besoin de précision dans les mesures, le besoin d'amélioration en résolution, le besoin d'amélioration en revisite spatiale. Et quand on regarde l'évolution de la programmatique d'observation de la Terre depuis sa création, on se rend compte qu'il y a à la fois une diversification des types de mesures thermiques, optiques, gravimétriques, etc. et une course vers un gain dans ces résolutions revisites et spatiales et temporelles. Sachant que les deux, bien entendu, font l'objet d'un compromis. Les scientifiques expriment aussi quelque chose de fondamental qui est à la base de l'activité de toutes les unités mixtes de recherche qui travaillent avec le spatial, à savoir le satellite, l'in situ, et la modélisation. C'est vraiment le triptyque vertueux à partir duquel la plupart des labos qui travaillent avec la télédétection et l'observation de la Terre par satellite fonctionnent. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont des approches complexes, systémiques, qui mettent en jeu plusieurs acteurs, plusieurs composantes. Je montrais un transparent sur le sea level. Ça, c'est au niveau du Gange, pas très loin de l'exutoire du Gange, qui lui-même est très proche du sud du Barbapoutre. Là, c'est une série temporelle un peu plus courte que tout à l'heure, que vous trouverez sur le site HydroWeb NG TEIA, là, hydrowebteialand.fr, qui est maintenu par CLS. Et sur ce site-là, vous voyez donc là, au niveau, non plus cette fois-ci des océans, mais au niveau d'un exutoire, à savoir la résultante de ce qui se passe au niveau d'un bassin hydrologique. Voilà ce qui se passe en termes de variabilité interannuelle. Ce que vous voyez là, c'est le résultat des précipitations, moins l'évaporation, moins le prélèvement pour l'agriculture, et moins le débit qui a pu passer ailleurs. Ces informations-là, on les représente, ça c'est mon transparent fétiche, on peut les représenter bien entendu sur une équation, la baignoire qui se vide, hein. À gauche, vous avez le stock total d'eau dans la baignoire, c'est le bassin versant, et les termes de droite, c'est les précipitations, évaporation et débit. Chacun de ces termes a la chance de bénéficier d'un observable spatial, avec des résolutions plus ou moins heureuses, mais c'est comme ça, on a toujours des compromis à faire selon la physique de la mesure. Je les prends depuis le terme de gauche. Le terme de gauche, c'est le stock total d'eau, plutôt la variation du stock total d'eau à l'échelle d'un bassin versant. Pour ça, c'est la gravimétrie qui nous renseigne. La gravimétrie, c'est avoir des satellites qui mesurent la fluctuation du champ gravitationnel, dont 1% de la dynamique est liée aux fluctuations de masse d'eau dans les bassins versants. Le terme, sur le côté droit, les satellites, bien entendu, sont utiles en météorologie. Il y a même des satellites qui essaient de mesurer directement les précipitations par sondage atmosphérique. Ils mesurent l'eau précipitable, plus précisément. Et le terme évaporation, qui doit absolument être associé au terme débit, hein, les deux termes E et Q, que vous voyez tout à fait à droite dans l'équation. Avec l'altimétrie, on parle beaucoup du débit, avec des missions comme... pour l'altimétrie, il y a toutes les missions classiques, à la longue ligne des missions classiques, Jason, Sentinel-3, Sara, l'Altica, à laquelle, à partir de 2022, fin 2022, s'ajoutera la mission SWOT, franco-américaine, Surface Water Ocean Topography. Ça, c'est pour le débit. Pour l'évaporation, jusqu'à présent, on n'avait guère que l'optique pour fabriquer des indices de végétation qui eux-mêmes sont homogènes à la surface foliaire. La surface foliaire permettant de calculer la capacité de la végétation à transpirer à son potentiel. Il faut, quand on veut vraiment mesurer l'évapotranspiration, tenir compte du stress hydrique. Et ça, c'est l'objet de la mission Trishna dont parlera Olivier Agol cet après-midi. Je crois que c'est cet après-midi. Et la mission Trishna, c'est un peu l'équivalent de Sentinelle-2, savoir, c'est ce que disait Olivier hier. On est à 3 jours de revisite, 57 mètres de résolution à l'échelle globale.
Et c'est une mission dédiée à l'observation du stress hydrique sur les surfaces continentales et aussi, on le verra, à l'hydraulique. Je passe au transparent suivant. On a parlé de SWOT, là, pour parler du débit. SWOT va bientôt être lancé. Il faut savoir que tous les nouveaux programmes d'observation de la Terre, et SWOT a été le précurseur, bénéficient d'un accompagnement aval, d'un programme aval. Et j'évoquais tout à l'heure le travail depuis plusieurs années, notamment de Nicolas et d'Alice. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus. D'ailleurs, ce transparent, c'est un transparent qu'Alice a fait, je crois. Donc, sur le fondamental de SWOT aval, c'est décomposé ici en 5 parties: informer, sensibiliser, une partie recherche, dans laquelle on pourrait inclure la troisième partie qui relève de la physique de la mesure et de l'élaboration des jeux de données, une partie infrastructure de données et de services, comme dans TEIA, tiens, et une partie susciter le développement, une partie transfert vers l'aval. En gros, si on résume ce transparent, c'est les 3 composantes principales de TEIA que Nicolas évoque souvent, à savoir les infrastructures de données et de recherche, la science, les centres d'expertise scientifique, et ce que font les ART, à savoir le transfert des démonstrateurs vers les applications. Tout ça étant bien entendu basé sur une base de données eau, qui, quand elle existera, elle existe déjà, mais va être proposée via la vitrine TEIA. Et voilà, pour l'activité 4 là, que je présentais précédemment, il y a eu une enquête, une étude qui a été faite en 2013 et en 2007, qui a fait état des différentes variables qui intéressent les gens qui s'intéressent à l'eau, à savoir en termes de qualité, en termes d'état et de quantité, et les aspects environnement hydrologique. Toutes les variables qui sont là, je ne vais pas les passer en revue, il y en a beaucoup trop. Parmi toutes les variables qui sont là, on en retrouve beaucoup. On en retrouve beaucoup, bien entendu, dans la liste des centres d'expertise scientifique TEIA aujourd'hui, qui sont représentés là selon 3 colonnes, production, prototypage, incubation, et 3 grandes catégories de lignes, ce qu'on peut assimiler à des analyses solid data, les ARD, ce qui veut dire les niveaux 2 des segments sols satellitaires, à savoir les réflectances de surface, Maya, dont on a beaucoup parlé hier et dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Il y a des ARD sur les données sentinelles, et on espère qu'il y aura bientôt des ARD quand Trishna sera là, sur la température et l'émissivité, ARD sur l'albédo. Je ne les passe pas tout en revue. Cette stratification, simplement pour montrer que selon le type de centre d'expertise scientifique auquel on s'intéresse, on est plus ou moins proche de l'observation satellitale. Plus on va vers le bas, plus on va devoir impliquer la modélisation. Juste en rouge ici, au milieu de ce tableau, la couleur de l'eau qui est le sujet de l'atelier aujourd'hui. Et une remarque, pas de CES littoral. Alors je remercie Simon Gascoigne du CESBio de m'avoir donné cette illustration qui montre la crue de l'Hérault, justement, puisqu'on parle d'interface land-océan. La crue de l'Hérault en octobre 2019, et là vous voyez sur cette animation, simplement avec 2 vignettes qu'on met en mode alterné, on voit un impact, bien entendu, un impact très clair de toute la matière, de tous les sédiments charriés par les cours d'eau, que ce soit le canal du Midi ou l'Hérault. On a un aspect, déjà rien que visuellement, on a un aspect qualitatif, je dirais presque binaire. Et d'un point de vue hydraulique, il y a déjà là une information sur la structure des masses d'eau qui est intéressante et utilisable pour les gens qui vont modéliser à la fois l'écoulement dans la rivière, dans le canal, et pour les gens qui vont s'intéresser à la mécanique des fluides côtiers, en l'occurrence là la mer Méditerranée. Ça, c'est l'aspect binaire. La question est de savoir jusqu'où on peut aller dans la sensibilité, dans le détail. Une fois qu'on a dit panache, pas panache, qu'est-ce qu'on va calculer comme information à partir de cette couleur qu'on voit. Ici, c'est simplement une composition colorée rouge, vert, bleu à partir des bandes spectrales sur Sentinel-2, mais il y a tout un travail supplémentaire pour passer au qualitatif, pour avoir des informations comme les matières organiques en suspension, matières organiques, matières minérales, phytoplancton, j'en passe et des meilleurs. La liste exhaustive sera très probablement donnée par les orateurs aujourd'hui. Voilà. Donc sur le littoral, c'est important, c'est un des grands enjeux qui ont été pointés par la prospective de l'INSU, la dernière prospective de l'INSU, tout ce continuum entre les surfaces continentales et les océans. Voilà.
Ajouter à ça des enjeux méthodologiques, on en va beaucoup parler aujourd'hui de la couleur de l'eau avec l'optique, hein. Il y a des choses à faire avec le thermique, et Olivier Agol, cet après-midi, développera un peu plus à ce sujet. Voilà, je pense que j'ai un petit peu explosé mon temps. Le résumé de la diapositive est là, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. Simplement, dernière diapositive pour remercier tous les organisateurs de cet atelier, et en profiter pour vous présenter, alors sur la vignette en haut à droite, est Thérèse Barroso qui va remplacer Arnaud Sellé, qui le remplace dès aujourd'hui en tant que chef de projet du pôle thématique TEIA. Donc Thérèse qui est parmi nous, qui est venue hier, qui était là hier et qui est là aujourd'hui. Donc vous pourrez la reconnaître, c'est elle sur la photo à côté d'Arnaud. Bien entendu, je remercie Isabelle pour l'organisation, et Nicolas qui, pendant 10 ans, hein, c'est ça, a été directeur scientifique du pôle, et va arrêter son activité cette fin d'année. Donc je voulais profiter du fait d'avoir le micro pour le remercier. Voilà.